qu'on utilise et qui nous a permis finalement de continuer à faire nos mises à jour et notre administration de façon normale, alors qu'on s'est retrouvés tous, et déjà d'ailleurs nous depuis mi-février, on avait fermé les bureaux, on s'est retrouvés tous chez nous à partir. Il y en a même qui sont partis avec leurs chaises de bureau. Mais, voilà, on s'est adapté et puis finalement on a pu avoir une certaine continuité et donc une charge de travail accrue. Voilà. Merci Claude. Christophe ? Oui, bonjour. Donc pour commencer, simplement vous dire que la partie équipement des salles des réunions est aujourd'hui une énorme opportunité pour les partenaires, puisque comme l'a mentionné Hervé, aujourd'hui en France, il n'y a que 7% en fait des salles des réunions qui sont équipées avec la vidéo. 7%, et 7%, ouais. Et en fait, on s'aperçoit que depuis le début de la pandémie et la mise en place des travails à distance, la vidéo devient la norme. Donc, il y a vraiment une grosse opportunité pour équiper ces clients. Il y a en France entre 2 et 3 millions de salles des réunions qui restent à équiper. Donc, vous voyez un peu le marché adressable qui est énorme. Et donc, les deux facteurs les plus importants que les clients valorisent lorsqu'ils choisissent leur solution d'audio-vidéo, c'est la sécurité et la performance. Donc, performance à travers des emplacements physiques, donc pouvoir avoir la bonne performance lorsqu'on se connecte à distance. Donc, vous voyez qu'on a vraiment des belles opportunités d'apporter des solutions à nos clients dans ces domaines et pour vous accompagner sur ces terrains. Merci Christophe. Je crois que Claire nous a rejoint. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour Claire, comment allez-vous ? Quoi, comment vas-tu ? Je sais pas Oui, je te on peut se vois. tutoyer, hein, Oui, c'est vrai, on se connaît quand même. Je suis en train de mourir de chaleur comme tout le monde, mais donc il y a peut-être Le numéro un petit stylo derrière, désolé. Ça doit être ça. Et puis c'est vrai que j'enchaîne les événements, donc c'est vrai que j'ai du mal entre le vouvoiement et le tutoiement. Claire, on faisait en fait les présentations, donc je t'ai présenté en amont lorsque tu n'étais pas encore connecté, donc j'ai bien précisé que tu étais Office Category Manager. L'idée là, c'est tout simplement un premier message pour notre auditoire concernant justement ta partie, à savoir Office. Justement, à ton avis, as-tu un premier message à leur passer ? Bonjour. Écoute, je pense que voilà, on sort d'une période un petit peu hors du commun. On a l'impression que les choses commencent à revenir un petit peu, à se remettre un petit peu en place. Je sais que nous, ce qu'on a vu côté Office pendant la période de confinement, c'était à la fois une demande, on a vu une demande accrue côté PC, ce qui est souvent accompagné de demande accrue côté Office. Mais on sait que le channel a été très compliqué pendant la période de confinement. On avait une majorité du coup des resellers qui étaient fermés, et on sent que là depuis un mois et demi, on voit vraiment un retour à la normale des ventes, un retour au niveau de l'année dernière, avec pas forcément le même reach que ce qu'on avait l'année dernière, mais en tout cas qui est compensé par plus des commandes plus fréquentes et plus volumiques que l'année dernière. Donc c'est plutôt, on est assez content de voir quand même que tout est en train de repartir. On sait que voilà, ça va être vraiment la palissade des dernières semaines, mais il y a évidemment des besoins qui ont changé en termes de collaboration, en termes de manière de travailler, et ça aussi, Office est quand même un peu au cœur de cette réflexion-là. On a un produit phare aujourd'hui qui est famille et petites entreprises, qui répond très très bien aux besoins de beaucoup d'entreprises qui n'ont pas de service IT, qui ont un besoin vraiment de productivité lié à ce produit, mais on sait aujourd'hui que voilà, il va avoir besoin d'apporter un peu plus une proposition de valeur un peu nouvelle aussi sur ce produit, avec soit des add-ons Steam, soit du cloud, pour essayer d'aller vraiment répondre à cette problématique aussi de collaboration et de communication qu'on a tous aujourd'hui. Donc il y a beaucoup de réflexions qui sont en cours là-dessus. On a également un produit qui est Microsoft 365 Business Standard,
qui existe évidemment sous forme CSP, mais qui existe aussi sous forme FPP, qui a l'avantage d'inclure du cloud, d'inclure Teams, et du coup qui va pouvoir aussi répondre à des entreprises qui n'auraient pas forcément un service IT dédié, mais qui vont avoir besoin d'utiliser le cloud, qui vont avoir besoin d'utiliser Teams. Donc voilà, on est en train de retravailler un peu la proposition de valeur qu'on peut avoir pour bien répondre aux besoins aujourd'hui des entreprises et des PME notamment, quoi. Merci beaucoup, Claire. On a parlé beaucoup côté client. Et justement, pour finir, Timothée, tu es avec nous. Côté infrastructure, justement, qu'est-ce que ça engendre, justement, cette modernisation, cet impact du remote working sur les infras, qu'elles soient en local ou via le cloud? Tout d'abord, je vais commencer par le gros besoin en ce moment, c'est, comme tout le monde en parle, hein, le télétravail. Le télétravail veut dire aussi bien le côté cloud que Claire vient d'énoncer avec Microsoft 365, Azure et toute la panoplie d'applications qu'a peut apporter Azure à une entreprise. Mais ces applications-là, on va s'adresser surtout à des sociétés quand même assez conséquentes qui vont avoir besoin de ce type de service, ou à l'inverse de sociétés qui n'ont pas de service informatique, comme vient de le dire Claire, et qui vont avoir besoin de services cloud parce qu'ils n'ont pas de service informatique interne pour gérer une informatique on-prem. Or, entre les deux, c'est la majeure partie des sociétés en fait ont un service informatique, que ce soit des prestataires ou un service interne, vont gérer une infrastructure on-prem. Et l'infrastructure on-prem, on l'a constaté pendant ces derniers mois, ils ont eu un gros souci sur quoi? Sur l'AD. Donc, gros souci parce que leur infrastructure interne n'était pas assez puissante pour gérer toutes les demandes et internes et externes de sécurisation, d'authentification et sur les fichiers et sur Azure AD pour connecter les gens à l'extérieur et leur donner les bons droits au bon moment, etc. Enfin, toute la partie sécurité. Et donc, moi, le message que j'ai envie de passer sur l'infrastructure et pour rejoindre l'objectif que se fixe Microsoft pour ces années, shape the new normal. Shape the new normal, et j'ai envie de dire, the new normal, c'est le HCI. Et le HCI, c'est Windows Server Data Center, avec au moins 2 nœuds pour avoir une infrastructure hyper renforcée, libérer un maximum le réseau, et grâce à des technologies que nous apporte Intel, comme de l'eWarp, du ROCE et tout ce qui est RDMA, en fait, pour accélérer le réseau et enlever toutes ces problématiques matérielles d'abord, et puis après, grâce à Windows Server et à toute la technologie qui tourne autour, l'hybride, les services hybrides pour backuper, etc., l'administrateur, moi-même en étant administrateur, je sais que je suis soulagé en sachant que je vais pouvoir accéder à un service informatique de n'importe où, et surtout à mon infrastructure, mon petit bébé, hein. Moi je suis administrateur, donc quand je monte une machine, c'est mon petit bébé, et je peux y accéder en sachant qu'il y a Intel derrière qui m'apporte du réseau haute qualité, des processeurs sécurisés, Azure qui me permet de, au cas où, backuper, exporter des machines virtuelles à une vitesse incommensurable aujourd'hui, hein. On parle de gigabits, de bande passante de gigabits, voire bientôt de 10 gigabits, même à la maison. C'est extraordinaire. Mais tout d'abord, infrastructure interne, il faut la consolider. Et comment la consolider? HCI et Azure hybride, voilà. Merci Donc, beaucoup, Timothée. pensez bien qu'il y a 280 000 serveurs encore sous Windows 2008, hein, on le sait, hein, on en parle tout le temps, on le répète. C'est encore une base installée qu'il va falloir renouveler, mais au lieu de les renouveler avec des serveurs, on va dire, standards, traditionnels, pousser du HCI, parce que ça sera la technologie de demain. Ça sera même à la maison, on aura peut-être un bundle double serveur pour moins de 1 000 € bientôt, grâce à Windows On ne peut Server plus standard. l'arrêter. Dès qu'il parle à Chiaï, Voilà. on ne peut plus l'arrêter. Donc oui, Merci, Timothée. j'arrête de parler. Je passe la parole. Non, mais t'inquiète pas, on va te poser Merci d'avoir certainement écouté. des questions. Je t'en prie. Ce n'est qu'un préambule. Laisse la parole aux autres participants. Merci, Timothée. Je suis ravi car Anissa Trisolini de Tech Data nous a rejoint. Bonjour Anissa, comment allez-vous? Bonjour tout le monde, très chaudement.
Vous avez Mais c'est repris bon. l'activité chez Tech Data du coup? C'est ça. On retourne au bureau pour le moment dans les normes sanitaires. Donc, sans climatisation, je vous cache pas que C'est un peu plus dur. voilà. Mais bon, je pense que c'est partout pareil. Donc en fait, en préambule, hein, j'avais présenté l'ensemble de nos invités. Hein, je me suis permis de te présenter aussi. Est-ce que tu peux juste peut-être te représenter pour notre auditoire et résumer en fait ce qu'est un premier message en fait pour nos revendeurs sur comment Tech Data supporte aujourd'hui les revendeurs par rapport notamment à l'offre TAS. Je suis Anissa Tresolini, je travaille chez Tech Data, je suis en charge du développement du service et là, on va être là pour discuter de Tech as a Service, donc, qui est la solution complètement intégrée à notre e-commerce pour que vous puissiez, en tant que revendeur, proposer des contrats de leasing à vos clients, tout en ajoutant vos solutions et vos services. Très bien. Merci beaucoup, Anissa. Merci à tous pour cette introduction. On va tout de suite passer à la phase des questions. Donc, plusieurs possibilités pour les questions. Soit vous les saisissez directement par le chat, soit normalement, vous avez tous la fonctionnalité main levée, la petite main qui se trouve en haut à droite, soit tout simplement, n'hésitez pas à ouvrir votre micro, votre caméra et nous interpeller. Vous avez donc Claude Chauvet, société Intel, qui peut vous parler de ce qui concerne bien évidemment les processeurs, Christophe Sigan sur la partie Microsoft Teams Rooms, Claire Grandjean sur la partie Office, Timothée sur la partie serveur et Anissa sur toutes les aides que peuvent vous apporter Tech Data. Et moi, bien évidemment, hein, je suis formateur commercial, hein, donc n'hésitez pas si vous avez des questions sur d'autres sujets autour de Windows et notamment aussi sur la partie éducation. Donc, on est à votre écoute, on est là pour vous. Donc, n'hésitez pas. Est-ce que certains vont être courageux et se lancer? En général, on a toujours des questions autour des sujets Microsoft. Hein. En réel, en physique, on me pose toujours des questions. Donc là, je suis un peu surpris. On peut répondre aussi sur des questions sur la clim, hein, s'il y en a. C'est l'autre facette des normes sanitaires à mettre en place, effectivement. Il n'y a pas une option clim dans Teams Rooms, hein, Christophe? Tu peux tenter un petit background banquise et tout ça pour essayer psychologiquement de te mettre dans un environnement frais. On va la mettre sur User Voice. Tu peux tenter. Alors, est-ce que vous avez des questions concernant les fins de support, concernant les opportunités marché liées à la modernisation, au remote working, comment initier un business autour de Microsoft Teams Rooms? Est-ce que certains d'entre vous, d'ailleurs, je vais commencer, alors c'est moi qui vais vous poser la question, chers amis revendeurs, est-ce que certains d'entre vous ont déjà proposé des solutions Microsoft Teams Rooms? Alors. Nous concernant, non? Je me lance. Ah, merci. Salwa, c'est ça? Ouais. Donc, est-ce que tu peux te présenter, Salwa, et nous dire ce que tu fais? Salwa Mayou, chef de vente groupement de AM Trust, l'agence de Mont-de-Marsan. Donc, c'est AM Trust, tout ce qui est solution d'impression et tout ce qui est solution documentaire électronique. D'accord. Et dans le cadre de vos activités, justement, Microsoft 365, Microsoft Teams Rooms, est-ce que ce sont des sujets… On n'a jamais eu à faire de l'informatique comme ça, purement. Et votre activité principale, justement, c'est quoi? C'est autour de la GED, des solutions que vous mettez en place? Sauvegarde, solutions d'impression, quelles qu'elles soient, les multifonctions, système de partage, mais pas concernant tout ce qui est Microsoft et autres. Après, l'avantage, vous, dans votre marché, c'est que vous avez l'habitude, je dirais, de vendre du loyer mensuel. Exact. Donc, l'avantage aussi de Microsoft 365, c'est que vous avez déjà aussi la démarche de savoir vendre du loyer mensuel, de l'abonnement. Et donc, ça peut être aussi un bon moyen aussi de transiter vers ces offres cloud de Microsoft. Parce que moi, je suis issu de la bureautique. J'ai commencé ma carrière chez Xerox. Donc, je vendais des photocopieurs il y a bien longtemps maintenant. Et c'est vrai qu'on a toujours eu ce réflexe de vendre du loyer mensuel. Et cette transition, justement, que Microsoft a voulu avoir sur des offres cloud a amené justement nos revendeurs à avoir un discours différent, ne pas être justement en mode transactionnel uniquement, mais vraiment proposer une solution sous forme d'abonnement. Et les avantages qui en découlent, vous connaissez, vous qui êtes issus de ce milieu, c'est forcément une
clientèle qui est beaucoup plus captive, hein, parce que c'est quand même sous forme d'abonnement plus difficile de passer d'un prestat à un autre. Ça sécurise aussi vos revenus, parce que moi j'étais très content d'avoir des contrats quand j'étais chez Xerox qui tournaient et chaque mois j'avais un récurrent. Donc ça forcément c'est un avantage. Et puis surtout ça vous donne des visibilités sur les attentes, sur les besoins de vos clients, parce que ça permet justement de mieux fitter avec l'activité de vos clients finaux, puisque je prends l'exemple de Microsoft 365 par exemple, aussi bien sur la partie licence perpétuelle, mais aussi sur la partie cloud, vous permet aujourd'hui de gérer au mieux l'activité de vos clients, parce que chaque salarié va avoir besoin d'un office différent en fonction de ses besoins, et ça c'est véritablement quelque chose de très intéressant. Merci Salwa pour ton intervention. Pour vous donner un petit peu d'idées sur les projets autour d'équipements, des salles des réunions avec Microsoft Teams Rooms et des device Teams, ces projets sont souvent déclenchés lors d'un déménagement, lorsque les sociétés changent de locaux, parce que voilà, ils ont besoin d'équiper de nouvelles salles, ou bien lorsqu'il y a des projets de migration des Skype for Business vers Teams. Vous n'êtes pas sans savoir que Skype for Business Online arrive bientôt en fin de support, donc beaucoup de clients vont se poser la question, et il y a beaucoup qui migrent vers Teams. Donc en passant sur Teams, l'opportunité d'équiper des salles de réunion avec les devices, c'est quelque chose qui permet d'améliorer l'expérience utilisateur. Lorsqu'on arrive dans une salle des réunions, on n'a pas besoin de perdre 5 minutes à tout connecter. On a juste d'un toucher du doigt sur l'écran, on arrive et on est en réunion. Donc c'est vraiment expérience utilisateur, efficacité et satisfaction. Donc du coup, salle pour pouvoir Nos clients, ce sont des produits qui étaient vendus en CSP. Donc,
sur 1 an, en fait. Donc, c'est déjà un bon moyen de reconnaître ça. Quand vous avez par contre un produit qui s'appelle Office 2019 ou Office 2016, là, vous êtes sur ce qu'on appelle une version perpétuelle. Donc, une version qui n'inclut pas de cloud, une version qui est en achat unique installable sur un device et qui, du coup, contient les fonctionnalités qu'il a au moment du lancement. C'est-à-dire qu'il va y avoir des mises à jour de sécurité, mais il ne va pas y avoir des mises à jour de nouvelles fonctionnalités, des mises à jour de logiciels au cours de la vie du produit. Donc, vous l'achetez une fois et vous gardez pendant toutes les années d'utilisation le même produit. Par contre, les formules d'abonnement, donc Office 365 ou Microsoft 365, vous allez avoir en fait tous les mois des nouvelles fonctionnalités qui vont être ajoutées, potentiellement des nouvelles applications pour que votre produit soit toujours à jour. Vous avez un mode d'abonnement d'1 an et vous avez également du cloud qui est intégré dans toutes les versions 365. Ce qui s'est passé le 21 avril, c'est qu'on a voulu essayer d'homogénéiser un petit peu les noms de gamme côté PME. Et donc, les gammes qui s'appelaient historiquement Office 365 ont basculé maintenant vers Microsoft 365. Donc, typiquement, un produit qui s'appelait Office 365 Business Premium est devenu Microsoft 365 Business Standard. Et donc, vous avez toutes les gammes d'abonnements Microsoft 365 pour les PME qu'on annonce dans l'heure. Voilà. Je ne sais pas si ça répond un petit peu à vos questions. Je pourrais rentrer en plus de détails, mais j'espère que ça positionne un peu au moins les produits. Ah, pardon, je crois que vous êtes en mute par contre. Oui, oui, bien sûr. Il y avait les fameux plans aussi E2, E4. Dans Business Office 365, en fait, on l'administre, on le gère. On avait quelques soucis, notamment lorsqu'un collaborateur partait, il fallait se réabonner. Les abonnements, vous connaissez les E. C'est pas ça, mais en fait, il y a une gamme assez. Basique à standard. Pardon, désolé. Qui vont pas être liés à un PC, mais qui vont être pour la solution, comme vous dites, entre un basique, un standard, un premium, si vous avez des besoins de. Merci Claire pour ces réponses. Vous avez des questions autour? Une également. Est-ce que vous avez Je suis à quand le nouveau? Je jamais le gaming, mais bon. Oui, alors on vient d'annoncer Fresh, donc sa deuxième génération. Dans les serveurs, on passe quelques passer des jolies workstations aussi. Produit qui de vraies grosses cartes graphiques dedans, on peut s'y exprès.
Donc, nous mettre en relation. Parce qu'on est fan de Moi aussi, mais je suis mal placé. Depuis leur création. P4610. Vous avez essayé l'Intel? U2, donc c'est fantastique. Moins d'une minute, quoi. Un marché là-dessus, j'ai des écoles avec qui on travaille qui me demandent plus de puissance, plus de performance. Et je suis obligé de passer dans des tours, HP ou autres. Et c'est dommage parce que intégrer des produits Intel, c'est un régal, quoi. Bon, on va en discuter. Je suis désolé, je vais vous laisser. Merci Francisco. Merci Claude. Merci Hervé de m'avoir invité. À nouveau, c'est toujours un plaisir. Et on aura l'occasion de rééditer ce format-là. Avec joie. Merci. Merci Francisco pour vos questions. Justement, on a aussi Christophe sur la partie Microsoft 365. Je pense que c'est aussi un bon moyen, Christophe, de dire à nos partenaires aujourd'hui que les clients qui sont déjà aussi équipés en Microsoft 365 peuvent initier justement grâce à ces licences le business autour de Microsoft Teams Rooms. Oui, tout à fait. Microsoft Teams Rooms, voilà, c'est une solution matérielle qui est en fait la dernière maillon souscription et l'équipement de la salle. Donc, vous avez la workplace complète que vous pouvez offrir à vos clients en les équipant avec les souscriptions plus les devices et souscriptions comme le DAS, hein, donc Desktop as a Service. Et de cette façon, on a vraiment la possibilité de Donc, toutes les licences sous forme 365 incluent directement Microsoft Teams. Et toutes les entreprises qui ont des licences, c'est pour ça que je tenais à faire cette précision, toutes les entreprises qui ont des licences Microsoft 365 n'ont pas forcément encore déployé Microsoft Teams. Donc ça, c'est véritable. avec des licences téléphonie dans Teams. Mais bon, là, après, ça devient un peu plus technique, mais effectivement, on peut aussi utiliser adjoindre la télé. On peut faire des Internet soit intranet sans des licences. Par la licence Phone System. J'ajouterais que Teams pour un administrateur technique. Hervé Ranou. Une question concernant la sur 365. Est-ce que vous allez faire Alors, je ne en évolution, hein.
à Redmond. Aujourd'hui, on divise qu'on avait avec était relativement onéreux. À ces, la plupart de 4 et 6 investir une fortune très compétitive. Il va y avoir des financés par l'État et donc enfin, je vais faire toute l'infrastructure. En téléphonie, hein. Là où je m'a quelques objections quant sur IP en France et en Europe pour d'autres. Je m'interroge vraiment. Ouais, c'est vrai que c'est une reviennent plus cher. On a enfin, Vous voyez, c'est des startups. Mètres carrés. Pendant quelques mois. Mais là, pour l'instant, j'ai un bâtiment. Des postes qui sont d'unifier, quoi. La question est légitime. Et aujourd'hui, côté à travers un offre les services d'un opérateur sont ouvertes. Votre intervention. Je vous les Comment aujourd'hui Tech Data aide ses revendeurs à assurer la migration de leurs clients? On met à disposition un outil complètement intégré à notre e-commerce pour pouvoir justement proposer des offres de financement sur les produits qu'ils vont acquérir chez Tech Data, aussi bien du serveur que du device, que de la téléphonie, que du software. Et en plus de cela, l'avantage, c'est que, un, ils proposent du loyer à leurs clients finaux, mais deux, ils peuvent faire leur devis en live puisqu'ils peuvent être directement ajoutés, ils peuvent tout directement ajouter tout ce qui est frais de livraison, maintenance, formation, configuration, etc. Donc, c'est vraiment un outil totalement à disposition des revendeurs pour avoir une solution live et pas perdre de temps à faire des bascules entre les ERP, à aller voir le service finance pour savoir s'ils peuvent contacter des funders, que les clients aillent vérifier avec différents financeurs.
Là, c'est vraiment en live, totalement automatisé, gestion de marge complètement autonome. On met des briques de service du revendeur comme on veut. Donc, c'est full digital, quoi, pour une complète autonomie. Super, merci beaucoup. Données aussi, je ne sais pas si vous, chers amis revendeurs, vous avez déjà pu déployer ou en tous les cas, vous en avez déjà entendu parler. Est-ce que vous connaissez les infrastructures hyper convergées? Donc pareil, si vous pouviez soit me faire un signe dans le chat, soit me dire si vous en avez déjà déployé, parce que c'est vrai que ça fait partie aussi des nouvelles donnes sur le marché des infras. Est-ce que c'est quelque chose que vous connaissez? Et sachez que récemment et bientôt, Microsoft va mettre en place une offre Azure Stack HCI packagé, c'est-à-dire le matériel via le fournisseur, via l'OM traditionnel, qui va intégrer une licence sous forme d'abonnement à Windows Server. Enfin, c'est pas vraiment Windows Server, c'est une version de Windows Server spécialisée dans le HCI et qui va être donc facturée par tous les mois, et on pourra faire de cette version une infrastructure hyper convergée, donc Azure Stack HCI, complète pour virtualiser tout type de serveur. Donc cette version en fait de Windows Server va avoir pour but de diminuer le tarif d'entrée, le billet d'entrée à l'hyperconvergence, et donc va sûrement amener une fois de plus les entreprises à investir dans du matériel solide pour faire de l'Azure Stack HCI. Donc apparemment, un peu de gens encore, hein. Bien évidemment, c'est une nouvelle technologie, c'est une technologie sur laquelle il faut avoir de l'expertise. Merci à Alexandre d'avoir répondu, mais c'est vrai que c'est une technologie qui n'est pas encore déployée par nos partenaires. On reste sur des infras plutôt traditionnelles. Est-ce que justement, Timothée, tu peux nous dire en un mot la différence entre une infra traditionnelle et une infra justement hyper convergée? Alors, une infrastructure traditionnelle, ça va être composé de quoi? Forcément de switch, de serveurs, de serveurs de stockage qu'on appelle SAN, de réseaux pour les serveurs, et un réseau spécialisé pour les SAN, donc ce qu'on appelle le storage fabric. Et tout ça va être contrôlé via encore des hyperviseurs physiques, matériels. Ajouté à ça, il faut encore des serveurs pour les applications, etc. Donc ça fait un stack, ce qu'on appelle un stack, un rack, plein de racks énormes pour héberger des services standards, hein. Ça peut être du SQL, comme de la virtualisation, comme des applications pour héberger des sites web, des applications de conteneurisées, etc. Et tout ça est très lourd à maintenir, et pour l'IT, parce que moi j'en ai raqué des serveurs, ça fait très mal. C'est très lourd, c'est 30 kilos par serveur, sans parler des baies de stockage qui sont encore beaucoup plus lourds, ça peut monter à 100 kilos. On est plutôt à 4-5 pour les rentrer dans un rack. Donc là, on va diminuer tout ça, on va enlever tout ce qui est superficiel, c'est-à-dire les hyperviseurs, le storage fabric, les serveurs SAN, tout ça, on va tout enlever, on va garder que les serveurs qui vont faire office de matériel pour héberger qu'une seule application, la virtualisation, et notamment sur Windows Server, donc de l'Hyper-V, pour virtualiser les machines. Et c'est là que l'hyperconvergence rentre en jeu, parce que grâce à ce matériel, les logiciels, les couches logicielles utilisées par l'hyperconvergence, qui est, pour ceux qui connaissent, le Software Defined Storage, le Software Defined Network pour le réseau, et bien sûr Hyper-V pour virtualiser une machine, et la technologie Docker pour les conteneurs, etc. Et en fait, toute cette infrastructure donc virtuelle va être hébergée sur du matériel qui peut grossir et qui est complètement scalable. On peut en ajouter des serveurs tant qu'on veut, l'infrastructure en elle-même étant virtualisée. On n'a plus de problème d'espace, on n'a plus de problème de où est cette machine virtuelle. On peut gérer une machine virtuelle à partir de son réseau local, et pourtant elle est à l'autre bout de la Terre, sur un data center de Microsoft, sur Azure par exemple. Et l'utilisation en fait de l'infrastructure est complètement changée. On ne se préoccupe plus
de quel matériel on va utiliser. Dès lors qu'on a du réseau, du stockage, on sait que la virtualisation va marcher et on peut transvaser des données, des serveurs, des flux, des services, des applications, des sites web d'un point A à un point B via le réseau international fibré, hein, qui monte aujourd'hui à plus de 10 gigas, je crois, ils en sont à 20 gigas ou 40 gigas transatlantiques, etc. Donc à des vitesses folles, tout simplement à partir de n'importe quel poste PC. À partir d'un PC, on peut se connecter sur une passerelle qu'on appelle Windows Admin Center et puis transférer d'un point A à un point B, un serveur à un autre serveur, et sans savoir où ils sont. Et on s'en fiche en fait. Nous, en tant qu'administrateur, je m'en fiche d'où est ma VM. Je veux que ma VM fonctionne, qu'elle soit sécurisée, attachée à mon réseau local et que mes utilisateurs puissent y accéder à tout moment et de n'importe où. Voilà ce qui m'intéresse aujourd'hui. La mondialisation de l'informatique et plus seulement de mon infrastructure locale on-prem. Et l'hyperconvergence permet ceci. On peut avoir une infrastructure locale hyperconvergée, mais à l'autre bout du monde, on peut avoir un autre stack HCI, donc d'où le terme Azure Stack HCI, une autre infrastructure locale aussi hyperconvergée et connectée via Azure. Ces deux sites-là sont dupliqués et fonctionnent en temps réel. Au même moment, ils exécutent les mêmes instructions au même moment. Donc, s'il y a un site qui pète, qui tombe en panne, l'autre est en mesure de prendre la relève. Pourquoi? Parce que c'est du matériel super performant, hyper rapide, relié via des réseaux super rapides, sur des disques super rapides, avec des mémoires super rapides. Enfin, tout est super rapide et performant. Contrairement à l'infrastructure traditionnelle où on compte sur un gros serveur qui est censé être super rapide, mais ce gros serveur-là, il a tellement de choses à faire que du coup, il n'est plus tellement super rapide que ça. Il est tellement accablé de charge que le processeur, les disques durs sont surchargés et ne tiennent pas plus la route. Et dès que ce serveur-là, ou bien ces quelques serveurs-là qui sont dédiés à des services tombent en panne, chaque service va tomber en panne les uns après les autres, et puis arrêt de l'activité, chômage technique pour tout le monde. L'hyperconvergence permet cela. Il y a une machine qui tombe en panne, les autres prennent la relève. Il y a un site qui tombe en panne, les autres prennent la relève. C'est ça la magie de l'hyperconvergence. Merci beaucoup, Timothée. Écoutez, je vous remercie à tous. En tous les cas, chers participants, on va passer à la phase qui a gagné donc ce fameux office. Mais en attendant, je vais remercier l'ensemble des intervenants d'avoir été présents. Je vais vous libérer. Je sais que vous êtes débordés aujourd'hui. Donc, merci beaucoup, Claire. Merci beaucoup, Anissa. Merci beaucoup, Christophe. Et à bientôt, Timothée. Et merci à toi aussi, bien évidemment. Merci à vous. Merci. Merci. Bonne soirée, au revoir. Bonne journée. Ah, pardon, Timothée. Ah, oui. Juste une petite question pour toi. Il existe des solutions équivalentes en cloud hybride, Acronis par exemple? Acronis, c'est pas un système de backup, oui. En fait, la question c'est est-ce que Windows Server 2019 fait du backup? En fait, c'est pas Windows Server qui va faire du backup, parce que Windows Server a toujours fait du backup, en passant par NT Backup. Si on remonte dans le temps, je sais, j'ai pas l'air vieux comme ça, mais j'ai quelques années d'expérience derrière moi, et on a tous commencé avec NT Backup, donc sur du NT justement. Et Windows Server a toujours eu cette capacité de backuper soit sur un disque, un autre disque, soit sur un disque externe, soit sur un SAN, soit sur un lecteur réseau partout ailleurs. Acronis fait la même chose sur des bandes. Ils ont une offre cloud avec gestion des VN, apparemment. Oui, ils ont une offre cloud, etc. Mais c'est un agent. Vous êtes obligé d'installer un nouvel agent Acronis, et donc cet agent-là doit être assez reliable, solide, fiable, excusez-moi, doit être assez fiable pour transmettre les données en temps réel vers des serveurs Acronis, qui ont aussi du coup le serveur Acronis pour accueillir les sauvegardes. Là, Windows Server 2019 s'appuie sur des technologies Windows Server 2019, donc complètement natif, via un réseau hybride, un service hybride complètement natif, qui est le Azure Backup, et qui va attaquer des serveurs qui est complètement natif. Donc,
d'un point A à un point B, vous savez que vous êtes dans la même technologie. Facilité de support, facilité de maintenance, facilité de réparation au cas où il y a une panne. On sait tout de suite d'où ça vient parce que grâce à toute l'écosystème Azure, on est capable de monitorer si ne serait-ce qu'un disque ou un service tombe en panne, on peut le savoir en temps réel. Je ne sais pas si Acronis est capable de le faire. Merci je ne suis beaucoup, pas spécialiste Acronis. Je ne sais pas non plus. Merci beaucoup, Timothée. Bah, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Je vous remercie encore une fois d'avoir été présent. Je vous libère et puis on va passer tout de suite à la liste des gagnants. Merci. Merci Claire, merci Timothée, merci Christophe. Bonne soirée. À bientôt. Au revoir. Voilà, donc on n'a pas pour longtemps. Je vais juste vous énumérer. Alors, je n'ai que les adresses email, donc je vais juste énumérer les personnes qui ont gagné. Donc, n'hésitez pas à me faire un petit coucou dans le chat pour me dire que vous êtes bien là. Sinon, bien évidemment, je redescendrai la liste et j'enverrai un mail aux 25 suivants pour leur avertir qu'ils ont gagné soit un Microsoft 365 Business Standard, soit un Office 2019. Donc, vous allez recevoir tout simplement, une fois que j'aurai cité votre nom et que vous m'aurez validé, vous allez recevoir tout simplement un petit formulaire forme, puisque ce sont des boîtes, hein, donc je vous les enverrai directement par courrier. Donc, je vous demanderai dans le formulaire de saisir votre adresse pour que je puisse vous les envoyer. Donc, on a Nicolas Floch, S. Bourou de Octopussy Info, on a M. Roland de APE Conseil, on a I. Romero de BMPDV, on a Yaya d'Itim, on a Gilles d'Azerty France, on a Marc Aliel de Note6, on a Delphine de 6Déco, on a P. Ortega de D9 Conseil, on a Sylvain de Procédé.net, on a Michel Soula de Checkup Informatique, bonjour Michel, on a Mehdi Alaoui de je ne connais pas la société, on a Aurélie Lustrebon, nous avons Marc Christoscu d'Axitaine, J. Bognali de Connexis, Farid de PC21 et Jenny de PC21, Philippe Cadiou, je crois, de Softing, Najib d'Audio, Y. Morin de qui me fait un coup. Bien avec moi, vous aurez toutes mes d'autres questions. Je vous souhaite une excellente journée. C'est toujours en fin d'être remercié pour les allumez votre micro, de toute façon on est encore là. Bientôt. Au revoir.